Bonsoir à tous, jeudi 22 novembre, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. C'est le tour d'horizon de l'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de cette édition. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Les décorations de Noël, elles, sont déjà en place dans plusieurs communes yvelinoises. À Montigny-le-Bretonneux, l'installation a débuté depuis le mois d'octobre. 240 motifs sont répartis dans toute la ville. Invité de ce journal, Stéphane Cartreil a pris cette année la direction d'exploitation sportive du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, un équipement qui coûte cher à l'agglomération. D'après le dernier rapport d'activité, nous parlerons des nouvelles stratégies pour l'enceinte. Enfin, ce franco-cubain multiplie les records en apnée. Andy Cabrera Avila est maître nageur au centre aquatique de Saint-Cyr-l'École et il se mobilise souvent pour la bonne cause, aider un enfant malade à l'occasion du Téléthon ou encore pour sensibiliser à la pollution des océans. C'est le portrait de la semaine. Et puis il nous rejoindra en plateau Carl Olive, maire de Poissy, qui était à l'Élysée hier à la rencontre d'Emmanuel Macron qui invitait 2000 élus. Carl Olive qui est le co-auteur également d'un livre sur les clés de la réussite et de la confiance en soi. C'est à la fin de ce journal. L'actualité du jour, d'abord en bref, le siège de ce groupe automobile est implanté à Voisins-le-Bretonneux, le siège Europe Ouest. Nissan a décidé de révoquer son président Carlos Ghosn. Le conseil d'administration de la marque asiatique l'a voté aujourd'hui. Pour rappel, le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est suspecté au Japon de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. Il y est retenu en garde à vue. Nissan assure pour autant que l'affaire ne remet pas en cause le partenariat d'alliance avec Renault, présent notamment dans les Yvelines à Guyancourt et Flins. 50 millions d'euros, c'est le montant total des subventions votées hier par le Conseil régional d'Île-de-France pour les villes yvelinoises. 76 communes du département vont bénéficier de ce soutien financier dans plusieurs domaines. Élancourt, Villepreux et Voisins-le-Bretonneux vont être accompagnés dans l'aménagement de lieux naturels. Une aide également pour la gare de Saint-Quentin en Yvelines afin de la désaturer. Pour les lycées, l'Île-de-France débloque 475 000 euros pour Montigny-le-Bretonneux et Trappes, notamment pour les travaux d'entretien et la lutte contre le décrochage scolaire. Enfin, subvention aussi pour les logements sociaux. C'est le cas, par exemple, pour Morpa. Elles ont déjà pris place dans les rues à un peu plus d'un mois des fêtes de Noël. Les illuminations ont été installées par de nombreuses communes. C'est le cas à Montigny-le-Bretonneux où une société les place depuis le mois d'octobre. Patrick Jacques de Dixmude et Mélanie Poquet, la voix de Marilène Yapichino. Des milliers de LED qui, à la nuit tombée, se parent de couleurs. Comme de nombreuses villes, Montigny-le-Bretonneux n'a pas attendu le mois de décembre pour les installer. On n'a pas en interne le personnel et le matériel nécessaire à la pose qui doit se faire sur un laps de temps très court. On a démarré là en octobre, il faut que ça soit fini pour le 29 novembre, juste avant le week-end du marché Noël. C'est le marché Noël qui donne le top de la mise en place. Pour proposer des décorations différentes chaque année, la commune les loue à une société extérieure pour un coût de 100 000 euros. 240 motifs sont répartis dans toute la ville. Il nous reste quelques motifs, dont les motifs 3D, en 3 dimensions, qui seront installés sur l'avenue du Pas du Lac au niveau du rond-point, là, vers SkyWest, et au niveau de l'hôtel de ville. Tous les quartiers sont desservis, les centres commerciaux, bien sûr nos bâtiments publics, l'hôtel de ville en priorité. Plus que quelques jours d'installation et les décorations illumineront les soirées ignimontaines jusqu'à la fin des fêtes. À Versailles, après le succès du comptoir de Noël à l'orangerie du château l'année dernière, celui-ci se déplace au domaine de Madame Elisabeth pour la première fois et voit les choses en grand. Les 1er et 2 décembre, une quarantaine d'exposants vont s'installer dans une halle de 500 mètres carrés pour faire découvrir leurs produits. Reportage de Marilène Yapichino. La magie de Noël arrive au domaine de Madame Elisabeth. Les 1er et 2 décembre, le département des Yvelines fait installer un comptoir de Noël et de multiples animations. Le projet était présenté mercredi 21 novembre en conférence de presse. C'est aussi l'occasion de rappeler à nos concitoyens que le département est très présent dans leur vie quotidienne et qu'il se préoccupe d'eux et qu'ils participent à leur peine. Nous sommes en charge de responsabilités sociales et puis aussi à leur joie, comme cette période de Noël. 500 mètres carrés de halles couvertes et chauffées seront installés. Une quarantaine d'exposants y présenteront des produits de qualité. Ce marché de Noël est pensé dans un souci de réduction des emballages et en faveur des circuits courts. On a voulu travailler avec l'intégralité des commerçants qui vont venir pour avoir une relation qui se crée, aussi avoir tout ce qui est développement durable, donc pas de produits plastiques, travailler sur du recyclable, etc. Plus qu'un circuit de saveurs, le comptoir de Noël se veut comme une attraction familiale.
Ateliers créatifs, cinéma de plein air avec des plaids et tours de magie, de nombreuses animations seront proposées. Quant à l'ancienne demeure de la sœur de Louis XVI, son rez-de-chaussée sera transformé en véritable maison de Noël. Sur ce salon où on est actuellement, donc ça sera un salon de musique où on pourra écouter des chants de Noël, et en déambulant dans les restes des salons, on pourra découvrir l'art de la table, donc une art de la table festive, comment décorer sa table pour Noël, et le salon du Père Noël bien entendu, parce que tout comptoir de Noël ou tout marché de Noël a besoin d'un Père Noël. Une balade familiale pour patienter avant les fêtes de fin d'année. À Guyancourt, l'aménagement du quartier du Pont du Routoir se poursuit. Ce jeudi a été posée la première pierre symbolique d'un projet novateur de 84 logements à vocation sociale. Coucounage sera l'une des premières résidences intergénérationnelles en France. Elle est destinée à accueillir des personnes âgées, mais aussi des actifs. Objectif, améliorer la qualité de vie des seniors, souvent en perte de lien social. Au rez-de-chaussée se trouvera par exemple une maison des projets, un point central de la résidence pour se rencontrer, partager, et discuter ou encore cuisiner ensemble. Livraison prévue en juillet 2019. Le dernier conseil communautaire de 50 ans en Yvelines s'est déroulé jeudi dernier à Trappes. Notre journaliste Mickaël Midoro était sur place. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Il était question de l'orientation budgétaire pour l'année 2019 et notamment de la dette. Oui, effectivement, Grégory, les derniers chiffres sont plutôt rassurants. Pour 50 ans en Yvelines, l'intercommunalité afficherait au 1er janvier 2019 sur le budget principal un désendettement de 16 millions d'euros réalisé sur la gestion de l'année 2018, un chiffre supérieur aux engagements du pacte financier de 4 millions d'euros. On écoute le président de 50 ans en Yvelines, Jean-Michel Fourgousse, au micro de TV 78. On a quand même baissé de plus de 80 millions la dette, ce qui est exceptionnel. Et ces mesures exceptionnelles déjà qui nous ont permis de remonter notre note Standard & Poor's et qui nous a donné la note de 2A, qui est une des meilleures notes, bien sûr, en gestion des collectivités. Et il y a également eu un coup de projecteur sur un cinéma, le Ciné 7 à Elancourt. Et là aussi, les chiffres sont encourageants. Après les travaux de rénovation et sa réouverture en 2013, le Ciné 7 confirme sa bonne dynamique et réalise sa plus belle année d'exploitation. Je vous donne les chiffres. Une fréquentation en hausse de 2,34% pour atteindre plus de 109 000 entrées sur un an. Le chiffre d'affaires net est lui supérieur à 535 000 euros, dont 467 000 euros de billetterie. On écoute Jean-Michel Fourgousse. Un bon équilibre. Il faut dire que ce cinéma, aujourd'hui, il a quasiment les mêmes qualités qu'un grand cinéma sur les Champs-Élysées. Il a la même qualité de son, la même qualité d'image, le même confort. Ça a coûté cher d'ailleurs à être rénové, mais aujourd'hui, il y a un pôle culturel à Elancourt qui est quand même très fort. Enfin, il était question pendant cette séance de l'enceinte du Vélodrome national de 50 ans en Yvelines. Là, par contre, les chiffres sont moins bons. Le rapport d'activité de Vélopolis pour l'année 2017 a été dévoilé. La structure a accueilli plus de 35 000 personnes sur des activités à titre commercial comme des séminaires, des baptêmes sur piste ou encore des projets événementiels. Les activités liées à la présence des équipes de France de cyclisme ont quant à elles généré 6 060 visiteurs. Pas suffisant pour être bénéficiaire, la structure affiche un résultat d'exploitation en déficit de 653 000 euros, des chiffres qui ne rassurent pas à 50 ans en Yvelines. Bien sûr qu'il faut demander plus. C'est pour ça qu'on a changé d'ailleurs l'opérateur, puisqu'on prend l'UCPA maintenant à partir du 1er janvier 2018. Bien sûr que c'est un opérateur beaucoup plus actif dans les événements sportifs, dans le réseau. Donc voilà, on a pris quelqu'un qui a quand même une notoriété plus forte que donc notre autre opérateur, pour augmenter la rentabilité, bien sûr, de ce vélodrome. L'UCPA est l'Union nationale des centres sportifs en plein air qui gère déjà des piscines, des centres équestres et des patinoires. L'UCPA s'occupera de la partie événementielle. Merci Mickaël pour cette chronique. Justement, pour parler des nouvelles stratégies mises en place au Vélodrome pour son développement, Stéphane Tertrais, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'exploitation du Vélodrome. Alors, vous avez pris vos fonctions cet été. Mickaël qui l'a dit, c'est un équipement qui coûte trop cher aux yeux de l'agglomération. Déjà, une réaction sur ce sujet? Écoutez, déjà vous dire ma fierté et moi l'honneur que j'ai de travailler au sein du Vélodrome. C'est un magnifique équipement et de travailler. J'habite Montigny, donc c'est un équipement que je connais bien. Et pour moi, c'est vraiment une grande fierté d'y travailler, aux côtés de la Fédération française de cyclisme, qui est bien sûr notre partenaire privilégié au Vélodrome. J'ai entendu effectivement et pris connaissance des chiffres que vous avez cités. Ce qui est intéressant et ce que je vais vous expliquer, c'est effectivement le projet de l'exploitant dans cette enceinte. L'exploitant a une partie, ne représente pas l'ensemble du projet du Vélodrome.
l'exploitant a un rôle effectivement d'animation commerciale et sportive. Et effectivement, si vous m'en donnez l'occasion, avec plaisir, je vais vous expliquer un peu ce qu'on compte faire et ce qu'on a déjà fait depuis cet été. Alors, Mickaël aussi l'a dit, l'UCPA reprend la partie événementielle en charge. Qu'est-ce que ça change concrètement pour ce Vélodrome national? Alors, d'abord, déjà de dire que l'UCPA s'inscrit totalement dans le projet global du Vélodrome tel que l'a souhaité l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avec ce contrat qui a été signé en 2009. Donc on est dans cette continuité. Et je dirais qu'on a dans notre ambition, dans notre projet, on a 4 points qu'on souhaite développer. D'abord, faire en sorte que ce lieu soit le lieu d'un projet éducatif et sportif. C'est peut-être la touche UCPA qu'on va petit à petit déployer. Si vous me permettez, je reviendrai sur cet aspect-là. Donc un projet éducatif et sportif. Ensuite, un lieu accueillant et ouvert à tous. Pareil, dans la poursuite. Qui profite à tous les Saint-Quentinois, voilà, aux Yvelinois, tout à fait. aux Franciliens. Donc, ça, c'est important de continuer à ouvrir le lieu. Deuxième point. Et le troisième point, un lieu au service de tous les acteurs du territoire, c'est-à-dire autant sportif qu'économique. Je vais vous expliquer ce qu'on a déjà commencé à mettre en place, dans la continuité également. Et enfin, un lieu qui soit un lieu de rayonnement national et international pour l'agglomération et pour les Saint-Quentinois. Donc, pour commencer, je dirais, sur le projet purement éducatif et sportif, qu'est-ce qui a déjà commencé et qu'est-ce qui se fait depuis cet été? On a signé, grâce à la passion et à l'engagement d'un professeur d'éducation sportive du Collège de la Coudre, on a signé une convention entre le Vélodrome, l'AS et la section sportive du Collège de la Coudre et du lycée Descartes pour réserver des créneaux à cette section sportive. Donc il y a 5 heures par semaine au Vélodrome. Donc ça, c'est nouveau, ce projet éducatif. Nouveau. Voilà, c'est nouveau, et je dirais que c'est parti. Et donc c'est vraiment du scolaire. Donc c'est à côté de l'élite du cyclisme. C'est une quarantaine de jeunes qui vont pouvoir venir toutes les semaines et toute l'année faire du cyclisme, piste et BMX. Donc ça, c'est une première action. Une deuxième action, ce sont des stages. On va développer pendant les vacances scolaires des stages donc à destination des jeunes. De 10-14 ans. Ça va commencer pendant les vacances de février. Donc les gens vont pouvoir s'inscrire très bientôt. Des stages qui seront découverte vélo, piste BMX VTT, donc bien sûr autour du vélo, mais peut-être aussi d'autres types d'activités. Donc ça démarre en février. Rendez-vous sur le site internet pour s'inscrire. Un mot sur la fréquentation. Il y a 41 540 personnes qui sont venues au Vélodrome en 2017. L'objectif, c'est de faire mieux. Vous disiez l'ouvrir à davantage de Saint-Quentinois, peut-être, d'Yvelinois. Oui, absolument. En fait, ce qu'on a commencé à faire, mais ce qui était déjà engagé, et ce qu'on a fait avec l'agglomération, c'est ouvrir un maximum l'enceinte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé même depuis cet été? En juin, le 23 juin, on a réalisé la journée olympique, ouverte à tous, activité gratuite. Le 15 juillet, bien sûr, on a ouvert le Vélodrome pour la retransmission de la finale de la Coupe du Monde. 6000 personnes décidées en 2 jours. C'était un moment, je dirais, de festif incroyable. Est-ce qu'il ne faut pas plus, justement, de gros événements comme celui-là pour booster la fréquentation du Vélodrome? Absolument. Alors, le 15 septembre, on a fait une journée de patrimoine classique et une grande journée porte ouverte où on a eu près de 1000 personnes. Découverte d'activités sportives également, animées par d'ailleurs les équipes du Vélodrome et de l'UCPA. Et pas plus tard que la semaine dernière, donc samedi dernier, le 17 novembre, on a organisé au sein du Vélodrome un gala Star en piste. C'était une première avec les équipes. Et c'était un gala ouvert vraiment à tous et qui rassemblait à la fois du sport, des cyclistes de grande renommée, pistes et routes, et des caractères festifs. C'était plutôt sur un mode entertainment, et donc quelque chose de plutôt événementiel. À quoi va attendre le Vélodrome dans les prochaines années? Ce sera la dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. D'accord. Disons que ce sont des concepts que l'on doit développer pour effectivement que, à côté, je dirais, de l'aspect compétition il y a un aspect commercial aussi. Le gros des visiteurs en 2017 sont venus sur des événements de ce type. Alors, les séminaires, voilà, il y a l'aspect, je dirais, sportif, il y a l'aspect B2B et je dirais séminaire d'entreprise qui est extrêmement important. Et donc, c'est ce savant mixte, cette alchimie entre le sport de compétition avec la Fédération française de cyclisme, le sport amateur,
les entreprises, donc un carrefour et un lieu de rencontre où effectivement on espère qu'il y ait encore beaucoup de monde qui viennent. Il y aura aussi forcément cette locomotive des JO en 2024 avec des épreuves organisées au sein de ce vélodrome. Merci à Stéphane Tertrais d'avoir été avec nous, directeur d'exploitation du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Retrouvez toute l'actualité de l'enceinte sur le site internet. Il est en représentation jusqu'à ce soir au Théâtre National pour Le Livre de ma mère. Patrick Timsit est allé à la rencontre des étudiants, une centaine d'étudiants de l'Université Versailles-Saint-Quentin. Une conversation publique à la bibliothèque universitaire de Guyancourt à propos de son spectacle adapté de l'œuvre d'Albert Cohen. Le comédien était l'invité des Master 2 Administration culturelle publique et privée. Les propos sont recueillis par Michael Elmidoro. C'est forcément un rendez-vous de bonheur. C'est l'occasion de parler de quelque chose qu'on aime. On n'est pas du tout dans une démarche de promo. C'est un rendez-vous de plaisir. Donc après, je ne me prépare pas. Je suis ouvert et à l'écoute. C'est une grande figure aussi du monde théâtral. Donc je suis très heureux normalement de participer et de le voir en direct. C'est impressionnant parce qu'un acteur comme ça, ça fait plaisir qu'il vienne pour voir son public. Et c'est cool. Allez, je vous propose à présent de vous équiper de votre masque et tuba pour le reportage qui va suivre. Andy Cabrera Avila, un franco-cubain de 46 ans, maître nageur de Saint-Cyr-l'École, accumule les records en apnée pour la bonne cause, une discipline qu'il pratique avec passion depuis son enfance. C'est le portrait de la semaine par Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Gérer son souffle, ses émotions pour repousser toujours plus ses limites, le quotidien d'Andy Cabrera Avila, le franco-cubain de 46 ans est considéré comme l'un des meilleurs apnéistes de France, une discipline qu'il pratique à la piscine de Saint-Cyr-l'École. Alors je m'entraîne beaucoup à sec, c'est-à-dire que je m'assois sur la chaise de surveillance à la piscine et pendant que je surveille les clients, je fais ça. Voilà, je bloque ma respiration, 1 minute 30, je m'entraîne aussi dans l'eau. À raison de 1 ou 2 fois par semaine. Le sportif réalise aujourd'hui des records à couper le souffle et à chaque fois pour la bonne cause. En 2016, pendant 6 heures, Andy réalise 694 longueurs en apnée pour récolter des fonds pour une enfant malade. En 2017, il passe 24 heures dans l'eau pour le Téléthon. Les sports, ça nous permet de dépasser nos limites. Mais si, en même temps, en parallèle, les dépassements de soi, il y a aussi une cause pour laquelle nous tient à cœur et on se dépasse, c'est encore plus de mérite. Des records toujours plus fous que ce maître nageur imagine chez lui aux Essarts-le-Roi. Sur les murs de son appartement, la mer encore et toujours, Cuba et bien sûr l'apnée. Alors ici c'est mon petit paradis. Je prends des souvenirs que je mets ici à l'entrée de chez moi. Ce sont des choses qui me tiennent très au cœur. Et ici c'est moi à Cuba. À l'époque j'avais la moustache. J'avais 20 ans. Et j'étais toujours amoureuse de la nature avec les dauphins. Et la médaille diplôme d'honneur, la médaille d'honneur de la ville de Saint-Cyr-l'École, c'est une espèce de reconnaissance pour les records en faveur de tout ce que j'ai fait à la piscine. C'est ici également que le sportif cache son plus précieux trésor, celui qui lui a permis de baigner dans cette passion. Ces petits livres, je tiens beaucoup à ces livres. Voilà, et j'ai découvert quand j'avais 4 ans. 1974, à l'école, à la bibliothèque. Et il raconte l'histoire d'un petit enfant, il raconte tout ce qu'il voit à la mer. Donc depuis l'âge de 4 ans, j'ai découvert qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. C'est explorer les fonds sous-marins. Donc à 4 ans, on m'a fait un masque, et avec ça, j'ai découvert la mer jusqu'à aujourd'hui. La mer et la protection des animaux marins, des thèmes toujours plus chers à Andy. Pour défendre cette cause, l'athlète réalisera en février prochain un défi, passer plus de 2h42 en apnée pendant 3 heures, et tout cela avec un déguisement de dauphin. Des parcs aquatiques, on va dresser les dauphins, et ces dauphins vont devenir des clowns et des esclaves pour servir les plaisirs de l'homme. Des causes qui devraient amener Andy à replonger pour de nouveaux records dans les prochaines années, au moins jusqu'à ses 90 ans. La remontée à la surface attendra.
Avant de refermer ce journal, un invité m'a rejoint en plateau. Bonsoir Carl Olive. Bonsoir Grégory. Maire Les Républicains de Poissy, vice-président du conseil départemental. Vous allez nous parler de votre livre sorti en septembre. Juste avant, vous faisiez partie des 2000 maires reçus hier à l'Élysée par Emmanuel Macron, le président de la République qui n'a pas souhaité cette année se rendre au congrès des maires. Dans son discours, le président de la République a dit sa volonté de dialoguer avec les élus, notamment sur des sujets comme la réforme fiscale. Quelles questions vous avez pu lui poser hier ? J'ai demandé au président de la République si on était véritablement dans le contrat gagnant-gagnant sur lequel il s'était engagé pendant la campagne présidentielle. Gagnant-gagnant parce qu'il faut désendetter notre pays. 2300 milliards de dettes, évidemment. Et bien sûr, Poissy, par exemple, 40 000 habitants, à peu près 1000 agents à l'époque et 93 millions de budget ici en commune de la Cité Saint-Louis. Bien, nous avons réalisé 5 millions d'euros d'économies, ce qui m'a permis de ne pas augmenter la pression fiscale, d'avoir le même niveau de service à la population et le même niveau d'investissement. Pour autant, ma dotation globale de fonctionnement continue de diminuer et ma péréquation, c'est-à-dire ce fonds qui est donné aux collectivités qui sont mal en point, continue d'augmenter. Et donc je ne trouve pas où est le contrat gagnant-gagnant. C'est la question que j'ai posée au président de la République. Est-ce qu'il vous a rassuré, du coup ? En tout cas, il a convenu qu'il y avait une incohérence par rapport à ça. Je ne doute pas un seul instant qu'Édouard Philippe, avec lequel je vais déjeuner demain, le Premier ministre, puisse effectivement regarder de plus près. Parce que ce n'est pas un bon signe qu'on envoie. Moi, des primes aux mauvais élèves, je n'ai jamais connu ça, ni dans l'entreprise, ni à l'école, ni à la fac. Alors vous êtes venu en plateau avec un exemplaire du livre que vous avez publié en septembre chez Ballant, Rendre possible l'impossible. C'est un livre coécrit avec Arnaud Boschurberg qui est une série d'entretiens de sportifs de haut niveau, grands patrons, aventuriers et journalistes qui ont su se dépasser. Ils livrent leurs clés de la réussite et de la confiance en soi. D'ailleurs, la préface de ce livre est signée du président de la République Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'il a rendu en quelque sorte possible l'impossible en devenant président de la République très rapidement ? C'est un maire républicain qui vous parle et qui l'a écrit. Simplement, quand on regarde l'histoire, il faut bien reconnaître que Emmanuel Macron, lorsqu'il quitte le gouvernement et qu'il dit « je vais y aller et je vais aller jusqu'au bout », il rend possible l'impossible. Parce qu'à l'époque, d'abord, pardon de le dire, peu de personnes le connaissent comme il l'est connu aujourd'hui, peu de personnes ne croient en lui, à gauche comme à droite, on dit que ça va faire pchit, et à l'arrivée, il devient président de la République, il fait même mieux, un peu comme au bowling. Il fait strike, il n'y a plus de quilles du tout sur le jeu, à la fois à gauche, sans parler de quilles à gauche ni de quilles à droite, mais il a totalement fait exploser les codes. Donc, il a rendu possible l'impossible. Et moi, ce qui m'a plu, c'est cette détermination. Comment j'ai fait ? Je lui ai envoyé un message à 11h le soir, il m'a répondu à 4h du matin pour me dire « Ok, Banco, on y va, venez me voir et je ferai cette préface ». Alors, dans l'avant-propos de cet ouvrage est indiqué « Rendre possible l'impossible n'est pas une utopie, c'est un appel d'exemplarité offert à tout à chacun ». Ça veut dire quoi ? La réussite, elle est à portée de tout le monde ? Oui, je pense que rien n'est impossible. C'est un petit peu la conclusion que nous formons avec Arnaud Boschurberg, vous l'avez dit, qui est chercheur associé à cet ouvrage. Oui, je pense que les principales barrières que nous nous mettons, ce sont celles mêmes que nous avons finalement en tête. Il n'y a rien d'impossible. Et on voit à travers, par exemple, Philippe Croizon, qui est ce sportif de haut niveau, qui malheureusement, à la suite d'un accident électrique, a perdu l'usage et des bras et des jambes, qu'il traverse la Manche. Si ça, il n'y a pas un exploit et une détermination, c'est juste exceptionnel. Je peux aussi également vous parler de Zaya Ziwani, qui est la première femme chef d'orchestre, qui toute sa vie a été stigmatisée, d'abord par rapport à son origine sociale et aussi par rapport à son statut de femme. Aujourd'hui, elle est connue dans le monde entier. Et nous avons pris 16 portraits. Je pourrais vous citer également Claude Bébéard, le fondateur du groupe AXA, qui va manger AXA en 3 jours avec une petite société d'assurance qu'il avait lui-même créée, et qui dit « plus l'obstacle est haut, plus j'ai envie de le franchir ». Et les clés de la réussite, c'est quoi ? C'est le travail, la confiance en soi ? D'abord, c'est la confiance en soi. Alors justement, quand les jeunes viennent nous voir et à qui on dit « ayez confiance en vous », oui, ok monsieur, ça signifie quoi avoir confiance ? Les recettes sont ici. Nous avons des clés de la performance et on s'aperçoit qu'il y a de la détermination, qu'il y a de la motivation et qu'il y a aussi cette faculté à rester totalement inodore, incolore à toutes les critiques. Et à ce titre-là, il y a un bel exemple. Didier Deschamps. Didier Deschamps qui, alors lui, on parle souvent de chat noir, aura été la patte de lapin porte-bonheur tout au long de sa carrière. Qui a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et sélectionneur d'Europe,
champion du monde en tant que joueur, champion du monde en tant que sélectionneur, et Kylian Mbappé, dont on dit qu'il a une énorme maturité avec ses 19 ans. Mbappé, vous avez fait un entretien 2.0 d'ailleurs. Oui, j'ai fait un entretien 2.0 avec Arnaud, avec Kylian, qui dit « J'ai toujours su ce que je voulais, les gens disent que c'est de la maturité, moi je ne le crois pas, je respecte le plan que je me suis fixé. » Et puis souvent, Grégory, dans ces portraits que nous avons dressés, on s'aperçoit que toutes ces personnes-là communiquent sur les solutions, jamais sur les problèmes. Et comment vous les avez choisis justement ces portraits? On peut citer aussi Dorine Bourneton, qui est la première femme handicapée à avoir été, qui est devenue pilote de voltige. Comment vous les avez identifiés? D'abord, on a regardé leur biographie, et ce sont des exemples pour nous autres. Chacune et chacun des Français va se retrouver dans ces portraits, que ce soit Mbappé, que ce soit Serge Klarsfeld, Hervé Matou, le journaliste, je le disais tout à l'heure, Isabelle Autissier, et puis par exemple quelqu'un comme Jean-Louis Etienne, que vous connaissez, qui est explorateur. Il sera d'ailleurs à Poissy le mardi 27 novembre pour nous présenter son nouveau grand défi, qui est un Polarpod, qui est un immense bateau qui, lui, navigue non pas horizontalement, mais verticalement. C'est juste exceptionnel. Jean-Louis Etienne, il a tout fait dans sa vie. Il a 72 ans aujourd'hui. Et il nous dit, moi, à 72 ans, je veux aller voir comment se passe la biodiversité aujourd'hui dans l'océan circumpolaire. En 10 secondes pour terminer, est-ce qu'il est prévu une suite? Là, c'est les personnalités françaises, peut-être les personnalités internationales, pardon. Oui, l'objectif, c'est de montrer que finalement, c'est pas rendre possible l'impossible, c'est rendre possible les possibles. Je prends le cas de Barack Obama, je prends le cas de Roger Federer, qui feront partie du futur ouvrage que nous rédigerons avec notre ami Arnaud Becherberg. Merci Carl Olive d'avoir été avec nous, maire de Poissy, co-auteur du livre Rendre possible l'impossible. C'est disponible aux éditions Ballant au prix de 19 €. Voilà, c'est la fin du 7-8 journal. Dans un instant, retrouvez toutes les idées de sortie du week-end dans le 7-8 loisirs de Marilène Yapichino. Belle soirée avec TV78.